vidé le coffre? C'est pas possible. Qui a vidé le coffre? Il faut retrouver le voleur. Un coffre-fort blindé dans un bureau ultra sécurisé. Code d'accès. Reconnaissance biométrique. Caméra de surveillance. Impossible à cambrioler. Et pourtant, 24 heures après la dernière vérification, le coffre est vide. 3 millions d'euros en diamants ont disparu. Sans la moindre trace. Nous sommes à Paris, dans le 8e arrondissement, avenue Montaigne. Un immeuble de bureaux haut de gamme, 9 étages, façade en verre fumé. Au 6e étage se trouve la société Diamant Prestige, spécialisée dans le commerce de pierres précieuses. Une entreprise familiale dirigée par Olivier Deschamps, 56 ans, 3e génération de joaillier. Un homme réputé, respecté, méticuleux. Le matin du 12 novembre, à 9 h, Olivier arrive à son bureau. Routine habituelle. Il salue sa secrétaire, prend un café, consulte ses emails. Puis, à 9 h 30, il décide de vérifier le coffre-fort. Une vérification qu'il fait chaque matin sans exception. Il se dirige vers la salle sécurisée, une pièce sans fenêtre au fond du couloir. Pour y accéder, il doit franchir 3 niveaux de sécurité. D'abord, un badge magnétique. Ensuite, un code à 8 chiffres. Enfin, une reconnaissance d'empreinte digitale et de rétine. Olivier passe les 3 étapes. La porte blindée s'ouvre avec un sifflement hydraulique. Il entre. La salle est petite, sobre, éclairée par des néons froids. Au centre, le coffre-fort. Un mastodonte de 2 tonnes, fabriqué en Allemagne, certifié inviolable. Olivier compose la combinaison. 24 chiffres qu'il est le seul à connaître. Le mécanisme cliquette. Il ouvre la porte massive. Et là, il reste figé. Le coffre est vide. Complètement vide. Les écrins de velours rouge sont là, ouverts, mais vides. Les diamants ont disparu. 3 millions d'euros de pierres précieuses. Des diamants bruts, des diamants taillés, certains de plusieurs carats, destinés à des clients fortunés du monde entier. Envolés. Olivier sent ses jambes trembler. Il recule. Il sort de la salle. Il appelle immédiatement la police. 20 minutes plus tard, la brigade financière débarque. Le capitaine Théo Marchand, 42 ans, spécialiste des vols de haute technologie, prend l'affaire en main. Il examine la scène. Pas de traces d'effraction. Pas de dommages sur le coffre. Pas de signe de lutte. Tout est en ordre. Parfaitement en ordre. Théo interroge Olivier. Quand avez-vous vérifié le coffre pour la dernière fois? Olivier réfléchit. Hier matin, à la même heure. 9 h 30. Tout était normal. Les diamants étaient là. Théo note. Donc, entre hier matin et ce matin, en 24 heures, quelqu'un a vidé le coffre. Mais comment? Théo demande à voir les enregistrements de surveillance. Olivier le conduit à la salle de contrôle. 3 écrans diffusent en continu les images des caméras. Une caméra filme le couloir menant à la salle sécurisée. Une autre filme la porte d'entrée du bureau. Une 3e filme l'accueil. Mais aucune caméra à l'intérieur de la salle sécurisée. Par souci de confidentialité, explique Olivier. Les clients n'aiment pas que leurs transactions soient filmées. Théo visionne les enregistrements des dernières 24 heures. De 9 h 30 hier à 9 h 30 ce matin. Et ce qu'il voit le laisse perplexe. Personne. Absolument personne n'est entré dans la salle sécurisée. À part Olivier, hier matin et ce matin. Les images sont nettes, continues, sans coupure. Aucune intrusion. Aucun cambrioleur. Rien. C'est impossible. Les diamants ne peuvent pas s'être évaporés. Quelqu'un a forcément ouvert ce coffre. Mais qui? Et comment? Théo dresse la liste des personnes qui avaient accès à la salle sécurisée. Et très vite, il réalise que l'accès est extrêmement limité. Seulement 5 personnes possèdent un badge magnétique. Olivier, bien sûr. Puis Camille, sa fille, 32 ans, directrice commerciale de l'entreprise. Ensuite, Julien, son fils, 29 ans, responsable des achats. Puis Véronique, la secrétaire de direction, 54 ans, employée fidèle depuis 25 ans. Et enfin, Marc, le chef de la sécurité, 47 ans, ancien militaire, embauché il y a 3 ans. Mais avoir le badge ne suffit pas. Il faut aussi connaître le code à 8 chiffres. Et seul Olivier, Camille et Julien le connaissent. Quant à l'empreinte digitale et la rétine, seules celles d'Olivier sont enregistrées dans le système. En théorie, lui seul peut ouvrir la porte. Et la combinaison du coffre-fort? Les 24 chiffres? Olivier jure qu'il ne l'a jamais révélée à personne. Pas même à ses enfants. Il l'a mémorisée. Elle n'est écrite nulle part. Alors comment quelqu'un a-t-il pu ouvrir ce coffre? Théo interroge chacun des suspects. D'abord, Camille. 32 ans, blonde, élégante, ambitieuse. Elle travaille avec son père depuis 10 ans. Elle gère les clients, les ventes, les contrats. Une femme d'affaires redoutable. Mais Théo découvre quelque chose d'inquiétant.
Camille traverse une période difficile. Elle vient de divorcer. Un divorce coûteux. Son ex-mari réclame une pension alimentaire énorme. Elle a des dettes. Environ 500 000 euros. Et elle ne peut pas les rembourser avec son salaire. Théo lui demande où elle était hier soir. Camille dit qu'elle était chez elle, seule, elle regardait une série. Aucun alibi. Théo lui demande si elle connaît la combinaison du coffre. Elle nie. Mais elle ajoute quelque chose d'étrange, mon père ne me fait pas assez confiance. Il devrait me donner cette combinaison. Après tout, un jour, l'entreprise sera à moi. Ensuite, Julien. 29 ans, discret, réservé, presque timide. Il s'occupe des achats de diamants bruts, des négociations avec les fournisseurs. Un travail technique, minutieux. Mais Théo apprend que Julien a un secret. Un secret que son père ignore. Julien joue au poker. En ligne. Depuis des années. Et il perd. Beaucoup. Il a accumulé des dettes de jeu de plus de 300 000 euros. Des créanciers le harcèlent. Certains le menacent. Théo lui demande où il était hier soir. Julien dit qu'il était dans un casino, à Enghien-les-Bains. Il a perdu encore 50 000 euros. Les enregistrements de surveillance du casino confirment sa présence de 20h à 2h du matin. 54 ans, mais cheveux gris, visage fatigué. Et elle travaille pour Olivier depuis un quart de siècle. Une employée modèle. Mais tu vas voir, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que Véronique a un fils. Un fils qui a des problèmes. Maxime, 31 ans, toxicomane, en cure de désintoxication pour la 3e fois. Les cures coûtent cher. Véronique a tout donné pour sauver son fils. Elle est ruinée. Et il y a 2 semaines, Maxime a rechuté. Il lui a demandé de l'argent. Beaucoup d'argent. 50 000 euros pour rembourser des dealers. Sinon, il le tuerait. Véronique était désespérée. Elle n'avait pas cette somme. Théo lui demande où elle était hier soir. Véronique dit qu'elle était chez elle, avec son fils. Maxime confirme. Mais Théo remarque qu'elle tremble. Qu'elle évite son regard. Ensuite, Marc, 47 ans, carrure athlétique, regard froid. Ancien sous-officier dans les forces spéciales. Il a quitté l'armée il y a 5 ans après une mission qui a mal tourné. Depuis, il travaille dans la sécurité privée. Olivier l'a embauché pour renforcer la protection de l'entreprise. Mais Théo découvre que Marc a un passé trouble. Il a été soupçonné de trafic d'armes il y a 3 ans. Jamais prouvé, jamais inculpé, mais les soupçons persistent. Théo lui demande où il était hier soir. Marc dit qu'il était en patrouille dans l'immeuble. Seul. Il faisait sa ronde habituelle. Aucun témoin. Et surtout, Marc a accès à tous les systèmes de sécurité. Il connaît chaque caméra, chaque alarme, chaque code. Il pourrait les manipuler, les désactiver, les trafiquer. Théo examine les systèmes de sécurité. Il vérifie les logs, les enregistrements, les données biométriques. Tout semble normal. Aucune anomalie. Aucune tentative d'accès non autorisé. La porte de la salle sécurisée n'a été ouverte que 2 fois en 24 heures. Par Olivier. À 9h30 hier et à 9h30 ce matin. Les empreintes digitales et la rétine correspondent. Pas de doute possible. Alors comment les diamants ont-ils disparu? Théo a une intuition. Et si Olivier mentait? Et si c'était lui qui avait vidé le coffre? Théo fouille dans les finances d'Olivier. Et là, surprise. L'entreprise Diamant Prestige est en difficulté. Depuis 2 ans, les ventes ont chuté. La concurrence en ligne est féroce. Les clients se raréfient. Olivier a contracté des emprunts. Il doit près de 2 millions d'euros à la banque. Et les échéances approchent. S'il ne rembourse pas dans les 3 mois, il fera faillite. Perdra tout. L'entreprise familiale, bâtie par son grand-père, disparaîtra. Théo convoque Olivier. Il lui expose ses découvertes. Olivier pâlit. Il avoue ses difficultés financières. Mais il jure qu'il n'a pas volé les diamants. Qu'il n'aurait jamais fait ça. Que c'est sa vie, son héritage, son honneur. Théo insiste. Il lui demande s'il a contracté une assurance sur les diamants. Olivier hésite. Puis il dit oui. Une assurance de 4 millions d'euros. Théo comprend. Si les diamants sont déclarés volés, Olivier touche l'assurance. 4 millions. De quoi rembourser ses dettes et sauver l'entreprise. Un mobile parfait. Mais comment prouver qu'Olivier a mis en scène le vol? Les enregistrements montrent qu'il n'a pas touché au coffre entre les 2 vérifications. À moins que... Et pourtant, un détail va tout changer. Théo demande à un expert en biométrie d'analyser les logs d'accès. L'expert passe des heures à décortiquer les données. Et il trouve quelque chose d'étrange. L'empreinte digitale et la rétine enregistrée hier à 9h30 correspondent bien à Olivier. Mais il y a une microseconde de délai. Un délai inhabituel. Comme si le système avait hésité. Comme si les données biométriques avaient été rejouées. Théo comprend. Quelqu'un a copié les données biométriques d'Olivier. Empreinte digitale et rétine. Puis il les a utilisées pour tromper le système. Une technique complexe,
Mais possible. Avec du matériel sophistiqué. Des scanners 3D. Des lentilles de contact spéciales. Et qui aurait accès à ce genre de technologie? Marc, le chef de la sécurité. Théo convoque Marc. Il l'accuse d'avoir copié les données biométriques d'Olivier et d'avoir ouvert la salle sécurisée hier soir. Marc nie. Mais Théo obtient un mandat de perquisition. Il fouille l'appartement de Marc. Et dans un placard, il trouve du matériel. Scanner 3D. Imprimante 3D. Lentilles de contact ultra réalistes. Tout le nécessaire pour falsifier des données biométriques. Marc est arrêté. Mais il refuse de parler. Il demande un avocat. Théo sait qu'il tient un coupable. Mais il manque encore un élément. Le code du coffre-fort. Les 24 chiffres. Marc ne les connaissait pas. Alors comment a-t-il ouvert le coffre? Théo retourne voir Olivier. Il lui demande s'il a déjà noté la combinaison quelque part. Olivier dit que non. Jamais. Mais Théo insiste. Il fouille le bureau d'Olivier. Et dans un tiroir, sous une pile de documents, il trouve un carnet. Un vieux carnet en cuir. Théo l'ouvre. Et là, sur une page datant d'il y a 10 ans, il voit une série de chiffres. 24 chiffres. La combinaison du coffre. Olivier blêmit. Il dit qu'il avait oublié ce carnet. Qu'il l'avait écrit une seule fois, au cas où, puis qu'il l'avait rangé et oublié. Théo demande qui aurait pu avoir accès à ce carnet. Olivier réfléchit. Puis il dit, Véronique. Elle range mes affaires. Elle classe mes documents. Elle aurait pu le trouver. Théo retourne voir Véronique. Il l'interroge. Elle tremble de plus en plus. Finalement, elle craque. Elle avoue. Elle dit qu'elle a trouvé le carnet il y a 6 mois en rangeant le bureau d'Olivier. Elle a photographié la page avec son téléphone. Elle ne savait pas quoi en faire. Mais elle l'a gardé. Au cas où. Et puis, il y a 3 semaines, Marc l'a approché. Il lui a proposé un deal. 1 million d'euros si elle lui donnait la combinaison du coffre. Véronique était désespérée. Son fils allait mourir si elle ne trouvait pas d'argent. Elle a accepté. Elle a donné la photo à Marc. Et Marc a fait le reste. Mais il y a encore une question. Où sont les diamants? Marc, face aux preuves, finit par avouer. Il dit qu'il a revendu les diamants à un réseau clandestin. Un réseau international basé à Anvers, en Belgique. Les diamants ont été recoupés, retaillés, blanchis. Impossible de les retrouver maintenant. Ils sont déjà sur le marché. Dispersés. Marc et Véronique sont inculpés. Marc pour vol, effraction électronique et recel. Véronique pour complicité. Mais elle obtient une peine réduite en échange de sa coopération. Olivier est dévasté. Son entreprise est ruinée. L'assurance refuse de payer, soupçonnant une complicité. Il perd tout. L'entreprise familiale fait faillite 3 mois plus tard. Camille et Julien quittent Paris. Ils ne parlent plus à leur père. Ils l'accusent de négligence. D'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Mais une question demeure. Un indice oublié pourrait bien tout révéler. Théo continue de fouiller. Parce que quelque chose le tracasse. Marc avait besoin de 2 choses pour réussir le vol. Les données biométriques d'Olivier. Et la combinaison du coffre. Il a obtenu la combinaison grâce à Véronique. Mais comment a-t-il obtenu les données biométriques? Scanner l'empreinte digitale d'Olivier? Passe encore. Mais la rétine? C'est beaucoup plus complexe. Il faut un scanner rétinien haute résolution. Et surtout, il faut qu'Olivier soit immobile, coopératif. Comment Marc a-t-il fait? Théo retourne interroger Marc. Il lui demande comment il a obtenu la rétine. Marc sourit. Un sourire cynique. Il dit, je n'en ai pas eu besoin. Quelqu'un me l'a donné. Quelqu'un de l'intérieur. Théo sent son sang se glacer. Il y avait un 3e complice. Quelqu'un qui avait accès direct à Olivier. Quelqu'un en qui il avait confiance. Théo passe en revue tous les suspects. Camille? Julien? Mais comment aurait-il obtenu les données rétiniennes de leur père? Et puis, Théo comprend. Le système biométrique. Qu'il a installé il y a 3 ans. Qui supervise sa maintenance. Marc? Le chef de la sécurité. Mais qui a recommandé l'entreprise qui a fourni le système? Théo consulte les dossiers. L'entreprise s'appelle SecureTech Solutions. Théo lance une recherche. Et il découvre que le PDG de SecureTech est le beau-frère de Camille. L'ex-mari dont elle vient de divorcer. Théo convoque Camille. Il lui expose sa théorie. Camille et son ex-mari étaient de mèche. Ils ont planifié le vol ensemble. L'ex-mari a fourni une porte dérobée dans le système biométrique. Une fonction cachée qui permettait de rejouer les données biométriques d'Olivier. Camille a facilité l'embauche de Marc. Elle a orchestré toute l'opération. Et après le vol, elle devait partager le butin avec son ex-mari. Sauf qu'elle l'a doublé. Elle a divorcé avant le vol. Elle a tout gardé pour elle. Camille nie farouchement. Mais les preuves s'accumulent. Les communications entre elle et son ex-mari. Les virements suspects. Les rencontres secrètes.
Camille finit par être inculpée. Olivier s'effondre. Sa propre fille l'a trahi. Elle a détruit l'entreprise familiale. Elle a ruiné sa vie. Pour l'argent. Alors voilà où on en est. Un coffre-fort vidé en 24 heures. Un système de sécurité inviolable contourné. Une employée désespérée. Un chef de la sécurité corrompu. Et une fille qui a trahi son propre père. 3 complices. Un plan parfait. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'un détail l'ait. Trahirait. Mais était-ce vraiment Camille qui tirait toutes les ficelles? Ou son ex-mari l'a-t-il manipulé depuis le début? Et Julien, le fils joueur, était-il vraiment innocent? Ou a-t-il joué un rôle qu'on n'a pas encore découvert? Et toi, d'après les indices, qui penses-tu être le vrai cerveau de ce vol? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour la prochaine enquête, elle risque de te retourner le cerveau.